On arrive vers notre dernière séquence de la journée, la séquence grand témoin. On a eu des gens dont on a parlé tout au long de la journée, Dominique, des gens qui ont été très sages et qui ont bien écouté et qui vont maintenant nous faire une petite synthèse à chaud, mais avant ça aussi nous apporter un regard complémentaire sur tout ce qu'on s'est dit. Et je vais commencer par Dominique Pougeot, donc, tout le monde connaissait. Moi, j'ai le privilège de l'avoir rencontré aujourd'hui pour de vrai. Dominique, je t'invite à t'installer. Je me suis permis un tutoiement assez rapide. Un micro ici. Dominique, tu es chargé de mission pesticides je vis, je ne sais pas, je suis encore vivant, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et on est là pour la journée Jedi, un programme qui a été financé par ton ministère via le programme Ecofito. Oui, merci de me donner la parole Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais. En conclusion, pour faire une perspective, pas vers les jardiniers amateurs, les 15 millions de jardiniers amateurs, une perspective que fera Jean-François Fauveau, mais plus vers le projet Plan Éco-Jardin, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et les milliers de gestionnaires publics qui gèrent des espaces végétalisés et qui vont, on l'espère, vers la gestion écologique. Avant de parler du plan Éco-Jardin ou du plan Éco-Jardin, un petit mot sur le programme Ecofito. Oui. Donc, le programme GEDAI, c'est un programme qui vient du plan Ecofito. Alors, le plan Ecofito, c'est un plan de réduction d'usage des produits phyto, donc, qui vient de loin, puisqu'il vient de 2008, avec l'engagement d'aller, si possible, jusqu'à 50% de réduction d'usage des produits phytopharmaceutiques. Donc maintenant, on est au plan Ecofito 2+, avec un objectif d'ici 2025 de réduire toujours de 50% donc l'usage des produits phytopharmaceutiques. Voilà, donc un plan Ecofito. De synthèse. Alors, l'objectif, c'est général, hein, mais bien sûr, les produits de biocontrôle ce ne sont pas, sont considérés comme des produits à favoriser, notamment dans le cadre du plan Ecofito. C'est un des axes importants du plan Ecofito, c'est promouvoir l'usage des alternatives. Mais les 50% comprennent bien aussi. 50%, ils sont effectivement... biocontrôle ou pas, il faut qu'à la fin, on ait un volume diminué. Oui, mais enfin, c'est l'objectif général affiché, mais effectivement, dans les indicateurs, on enlève les produits de biocontrôle on considère que ce ne sont pas des produits dangereux, donc c'est pour ça qu'ils ne font pas partie des indicateurs. Avec une question qui se pose derrière ça, mais bon. On communique que sur la réduction d'usage des produits dits chimiques. Voilà. Très bien. Alors, avec le plan Ecofito, donc 71 millions donc, qui sont consacrés quand même à ce plan Ecofito chaque année, 41 millions au niveau national et 30 millions au niveau régional qui sont affectés qui sont distribués par les agences de l'eau. Donc avec un axe dédié aux jardins, espaces végétalisés, infrastructures, et un objectif général bien sûr qui privilégie à chaque fois la réduction d'usage des produits phyto en utilisant des alternatives au sens large. Et bien sûr, les produits de biocontrôle font partie de ces alternatives. Donc le secteur GEVI et le secteur biocontrôle au sens large sont directement éligibles au programme Ecofito qui est en cours d'ouverture, là, qui est ouvert en ce moment. D'une part, donc, là, il y a le programme Ecofito, donc le plan Ecofito. Et dans ce plan Ecofito, donc, en ce qui concerne les GEVI, donc, on a un axe qui est dédié, bien sûr, et au niveau général, il y a un appel à projet national, donc annuel, et dans cet appel à projet national qui a été lancé donc, pour 2023, début mai, donc il y a un objectif de réduire avec d'abord une thématique donc, qui est sur en fait les problématiques réduction des herbicides avec une entrée systémique. Donc c'est une problématique générale de cet appel à projet national qui est doté quand même de 6,25 millions d'euros. Et il y a toujours, comme l'an passé, un axe biocontrôle, enfin des actions biocontrôle 1.3, et puis des actions GEVI particulières, donc sur lesquelles donc on peut
postuler. Donc c'est jusqu'au 31 août 2023. Donc on peut postuler pour déposer des dossiers avec une priorité depuis 2 ans qui est sur les pelouses sportives. Comme on en a parlé donc, avec la table ronde pelouse sportive, c'est vraiment... il y a un challenge d'ici 2025, donc se passer des produits phytochimiques sur les pelouses sportives, c'est pas vraiment complètement gagné, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas aujourd'hui des références pour s'en passer. Donc, avec le plan Ecophyto et cet appel à projet, on participe avec les opérateurs comme la Greffe qui travaillent aussi dans le même sens. On participe, on est à l'accompagnement justement pour faire émerger des références, pour faire se passer des produits phytochimiques si c'est possible, bien sûr, mais il y a une dérogation qui sera toujours valable en 2025, mais d'ici le 1er janvier 2025. Voilà. Et donc, le programme Ecophyto a accompagné pas mal de projets par le passé, dont le projet Jedi. Pourquoi ce projet te semble important? Pourquoi tu as souhaité nous accueillir ici, chez toi, au ministère de l'Écologie? Alors, merci. Oui, le programme Jedi, c'est un programme de formation déjà. Donc, à ce titre-là, c'est effectivement au niveau de la voie de transfert dans les jeux vie, c'est vraiment un axe essentiel. Donc c'est pour ça. Et puis il n'y a pas beaucoup de programmes qui concernent la formation. On voit bien, il y avait H4 qui a été cofinancé aussi, mais donc sur ce plan-là déjà, c'était une entrée très pertinente, enfin à mon sens. Donc en plus, c'était une approche e-learning qui n'était pas développée. Sur ce format-là qui n'était pratiquement pas développé jusqu'à maintenant. Donc il y avait vraiment un intérêt à accompagner cette action-là, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a accompagné. Bon, il y a d'autres aspects qui sont vraiment qu'il faut souligner. Donc, au niveau de ce programme Jedi, pardon, c'est bien sûr en fait le fait que on ait réussi, et là c'est grâce à l'approche d'Annabelle et d'Akinao et du groupe de travail. Donc on est réussi vraiment à entrer dans le sujet de la formation biocontrôle dans les jeux vie par l'entrée lutte intégrée, donc gestion intégrée comme dit Olivier. Donc c'est vraiment ça a été un choix dès le début, hein, puisque c'était un projet biocontrôle, mais dans la réglementation, de toute façon, l'approche lutte intégrée est une approche réglementaire. Hein. Oui, encore une fois, ce n'était pas une approche produit, mais une approche, on va dire, raisonnement agronomique, gestion intégrée des GV, et non pas juste une formation sur c'est quoi les produits applicables au GV, ce qui aurait été quand même un peu moins stimulant. Oui, c'est une approche globale, hein, donc de mobilisation d'abord de tous les d'autres en amont, donc depuis l'aménagement jusqu'à l'utilisation en dernier recours de solutions non chimiques et de solutions de biocontrôle. Donc c'est une approche qui effectivement nous a beaucoup plu, et je pense que c'est vraiment l'approche qu'il fallait conduire sur ce projet-là. Et une approche permise par le rassemblement de différents experts et opérateurs. Oui, et alors sur ce projet-là, donc il faut le souligner, donc on a pu embrasser complètement le domaine des jeux vie avec ces quatre modules qui ont été développés. 5 formations, oui, avec chacune 10 modules. Voilà. Donc ces 5 modules, et il faut remercier Akinao et leur gestion un petit peu justement du projet, avec une intégration d'une trentaine d'experts qui venaient d'horizons divers, et qui ont, je pense, permis après, qui permettront aussi de s'approprier plus largement le contenu de la formation, parce que justement on a intégré aussi largement que possible des experts d'horizons différents, et qui ont participé à la rédaction des scripts, qui ont participé vraiment à la formation. Il me semble que c'était vraiment
parmi les projets qui ont été accompagnés par Ecofito, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas eu cette même approche et c'est dommage. Et justement, il fallait le souligner et remercier Annabelle et Akinao pour. On se fait un petit plaisir et on les applaudit à nouveau. Oui, oui, oui. C'est aussi, du coup, moi, ce que je découvre, ce milieu des GV, enfin, je suis plutôt du côté agro, je le connais de loin, et ce que je perçois, c'est que c'est une petite communauté qui reste peut-être à fédérer. Oui, oui, effectivement. Donc, on essaye d'entretenir un petit peu cette approche famille avec le réseau. Là, aujourd'hui, on peut le voir. Donc, avec notamment la réunion aussi fréquente que possible d'un groupe de travail Je-Vis, donc qui permet d'échanger sur nos problématiques. Et puis, si on peut passer sur le projet Plan Éco-Jardin. Oui, j'allais y venir justement, c'est que vous êtes aussi très impliqué dans ce programme-là, ce projet Plan Éco-Jardin, qui concerne les espaces verts gérés par l'État. C'est bien ça? Voilà, alors le projet Plan Éco-Jardin, c'est un projet qui bénéficie d'un accompagnement financier du plan de relance. Donc c'est un projet de la direction de l'eau et la biodiversité, donc notre ministère, en lien avec la préfecture d'Occitanie. Et avec l'aide de l'expertise de Planticité qui agit comme prestataire sur ce projet-là. Donc c'est un projet qui a pour objectif d'accompagner les gestionnaires d'espaces verts et d'espaces végétalisés en ville vers la gestion écologique de leur surface. Gestion écologique, c'est pas seulement bien sûr la gestion zéro phyto, mais c'est une sorte de gestion intégrée qui prend en compte l'ensemble des domaines de l'environnement au niveau d'un site, puisque c'est une approche par site. Donc c'est un accompagnement qui va permettre de proposer alors une boîte à outils qui sera bientôt disponible, donc en juillet, une boîte à outils dans laquelle, au niveau de la formation, donc le module GEDI, bien sûr, les modules GEDI auront leur place. Voilà, donc c'est vraiment donc, une aide un petit peu auprès des gestionnaires d'espaces de l'État et des établissements publics pour aller vers la gestion écologique, avec la mise au point d'un jeu qu'on appelle un jeu sérieux collaboratif, Plan Éco-Jardin, donc sur lequel qui a été fait sur la base un petit peu du jeu ou de la fresque de la biodiversité. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche-là. Donc c'est un jeu justement qui va permettre de faire passer assez facilement avec 64 cartes, avec l'intégration par un jeu donc, de ces différents domaines de la gestion écologique qui va permettre de nous faire passer peut-être facilement justement ces notions assez largement. Donc c'est une entrée qui est assez plébiscitée. Peut-être adapté aussi aux décideurs dont on parlait tout à l'heure, les élus, les décideurs, les responsables des gestionnaires de GEVI. Oui, ouais. Alors après, un élargissement effectivement du jeu et de cet outil-là à d'autres, aux collectivités locales, éventuellement même à des acteurs du privé, ce sera possible, hein, il n'y a pas de problème. Donc, et le troisième volet donc, de cet accompagnement du plan Éco-Jardin, c'est l'accompagnement via un réseau, donc un réseau d'acteurs qu'on a déjà constitué et dans lequel travaille d'ailleurs Carole Bonnet, donc, qui est intervenue ce matin du ministère des Armées. Donc c'est un réseau d'acteurs avec lequel on va échanger sur les bonnes pratiques et via notamment donc, le site Osmose du ministère. Et pardon. Voilà. Et in fine, on y vient, c'est la formation. Donc, dans ce projet Plan Éco-Jardin, donc il y a un volet formation qui va être développé au deuxième semestre de cette année et qui bien sûr fera appel à tout ce qui existe aujourd'hui, et notamment donc, ces modules e-learning de GEDI. Donc il y a un volet formation des gestionnaires donc, d'espaces
végétalisée de l'État et des établissements publics sur la gestion écologique, qui sera d'abord en distanciel, mais quand même sur plus pratiquement au total une dizaine d'heures dispensées pour balayer tous les items de la gestion écologique. Et puis après, en présentiel, avec justement par l'intermédiaire du jeu collaboratif Plan Éco-Jardin. Donc ce sera une entrée pour faire de la formation en présentiel, puisqu'on l'a vu, le présentiel aussi, notamment pour les opérateurs, c'est quelque chose d'assez important pour pouvoir toucher au niveau de la formation. Distanciel, c'est une approche, mais puis après, on peut aller plus dans le détail. Et moi, je voulais qu'on revienne sur le fait que l'État gérait effectivement donc des espaces verts, c'est l'objet de tout ce plan éco-jardin ou ce plan éco-jardin. Moi, je n'avais pas d'ordre de grandeur en tête ou d'exemples comme ça. Et on en a eu ce matin avec les armées, la SNCF. Quelques chiffres peut-être pour qu'on se rende compte de quoi on parle. Alors, le ministère des Armées, c'est pas loin de 200 000 hectares quand même. Donc, c'est quand même conséquent. Très conséquent, oui. Très conséquent. Donc, après, on a du mal à chiffrer les autres ministères, les autres établissements publics. Mais il y a quand même une multitude d'opérateurs. Les entreprises publiques comme la SNCF, c'est quand même 28 000 km de voies ferrées, plus de 2800 haltes ou gares. Donc voilà, et puis après, tous les hôpitaux sont concernés. Par exemple, un hôpital qui a été labellisé Éco-Jardin, comme l'hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois, c'est 35 hectares. Donc il y a effectivement, je pense, des choses à faire au niveau des personnes publiques et au niveau de l'État et des établissements publics. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais en fait, cette action Plan Éco-Jardin s'inscrit dans une volonté du gouvernement et un engagement qui a été pris par le gouvernement d'être éco-responsable. C'est le service public éco-responsable. Une forme d'exemplarité à affirmer. Voilà, d'être exemplaire dans le domaine de la gestion. Alors, zéro phyto, ça a été inscrit comme ça, mais plus largement maintenant vers la gestion écologique de nos espaces pour être un exemple pour d'autres acteurs. On a parlé du monde agricole, mais éventuellement d'autres acteurs privés aussi, effectivement, sur lesquels on a des efforts à faire au niveau de la gestion écologique au sens large, en prenant en compte d'autres, pas seulement les intrants et le zéro phyto, mais aussi l'eau, l'aménagement, la conception initiale ou la reconception possible. Voilà, c'est ça. L'adaptation au changement climatique. Oui, c'est ça. Donc en fait, les items de la gestion écologique, c'est la planification, le sol, l'eau, la faune et flore, donc c'est-à-dire la biodiversité, le matériel intrant, et puis après la formation. Donc c'est un item en soi de la gestion écologique, et puis la communication vers le public. Donc ce sont les 7 items de la gestion écologique, et en fait qu'on retrouve dans le label Éco-Jardin, puisque oui, ça, un label qui préexistait à ce plan Éco-Jardin, voilà, qui s'appuie mais dépasse aussi cette démarche de labellisation nationale qui est portée par Plantécité, si je ne dis pas de bêtises. Par Maxime qui est parti, donc, mais oui, par Plantécité. Donc le label Éco-Jardin est propriété de Plantécité, mais il est animé par l'ARB Île-de-France, l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. Et en fait, c'est un peu la récompense des sites exemplaires en matière de gestion écologique, alors aussi bien les sites privés que éventuellement publics. On voit qu'aujourd'hui, le site de Matignon a été labellisé Éco-Jardin, donc ça c'est assez récent, et c'est vraiment une illustration un petit peu de ce qu'on peut faire au niveau des sites de l'État. Et de l'ambition de l'État en la matière. Voilà, c'est ça. Il y a aussi, par exemple, l'aéroport d'Orly qui a été labellisé Éco-Jardin. Donc, même sur des surfaces à contraindre, comme les pistes d'aéroport, on peut éventuellement, enfin, certains y arrivent, puisque Orly, ils y arrivent, passer au zéro phyto et en plus mettre en place de la gestion écologique. Un dernier message, Dominique, peut-être au-delà des seuls jardins et espaces verts gérés directement par l'État. C'est un sujet qui tient à cœur de pas mal de gens. C'est la question de l'épidémio-surveillance. Et des liens entre épidémiosurveillance et formation.
Alors, et formation et biocontrôle, peut-être, parce qu'effectivement, le lien entre le biocontrôle et l'épidémiosurveillance, il est très, très fort. Le diagnostic, on en a parlé aussi, donc c'est la base en fait de l'épidémiosurveillance. Alors, en ce qui concerne le biocontrôle, je pense que il faudra mettre l'accent prochainement donc justement sur les maladies émergentes, les ravageurs, enfin tout ce qui est aujourd'hui les problématiques qui sont peut-être en développement au niveau des jeux vie, pour lesquels il va falloir essayer de trouver peut-être des solutions, voire des OAD, voire Des nouveaux produits ou des nouveaux modes de gestion? des produits, de l'innovation. Avec peut-être un lien à faire aussi avec le monde agricole, puisque de toute façon, on l'a dit, ça se touche, hein, on vit aussi en contact avec le monde agricole, c'est les mêmes ravageurs, hein, donc qui ne respectent pas de frontières. Donc oui, il y a un lien à faire. C'est évident que l'épidémiosurveillance, je ne suis peut-être pas le mieux pour en parler, le mieux positionné. C'est Jérôme Julien qui devait nous en parler aujourd'hui, donc qui s'excuse, qui ne pouvait pas participer aujourd'hui à notre réunion. Mais comme le dit aussi et l'illustre souvent Olivier Dours, donc effectivement, l'épidémiosurveillance, c'est une nécessité. C'est la base. Moi, c'est ce que je retiens. Et avec un enjeu justement de donc épidémiosurveillance et biocontrôle, c'est très clair. Et épidémiosurveillance et formation, parce qu'il y a un enjeu aussi d'actualisation de ces formations. Oui, on l'a vu, il y a un réseau donc épidémiosurveillance. Donc, comme le disait Olivier, donc on espère qu'on puisse élargir le nombre de personnes qui y contribuent, donc aussi bien au niveau des pelouses sportives que dans les autres secteurs des jeux vie. Donc, plus on aura d'informations, plus on pourra effectivement remonter d'informations et après prendre des bonnes décisions en ce qui concerne l'usage des produits de biocontrôle, comme ça a été bien expliqué dans les modules de la formation GEDAI. Et que ce soit des GV pro ou des GV jardin particuliers, l'enjeu de contribution à cette logique d'épidémie-surveillance, en tout cas de surveiller ce qui se passe dans ces espaces-là et d'adapter les formations des professionnels au fur et à mesure semble crucial. Alors, c'est vrai qu'au niveau des jeux vie amateurs, donc on n'a peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais au niveau de la formation, il y a eu des formations qui ont été même accompagnées par le plan Ecophyto, donc des formations de référence avec le CNJCF, avec la SNHF, donc la Société nationale d'horticulture de France. Donc ça a permis de former un certain nombre de référents qui, après, vont pouvoir, au niveau des associations nationales et au niveau régional, donc diffuser des bonnes pratiques, on espère, en partant de la notion de lutte intégrée. Après, je voulais rappeler aussi qu'en ce qui concerne les jardiniers amateurs, il y avait un site, le site Jardiner Autrement, donc .fr, donc sur lequel on retrouve beaucoup de choses, enfin pratiquement l'essentiel des moyens pour les jardiniers amateurs pour non seulement se passer des produits phytochimiques, mais aussi adapter son jardin au climat ou d'autres notions liées à la gestion écologique. Donc c'est un site qui est animé par la SNHF et sur lequel effectivement on retrouve beaucoup de choses sur le biocontrôle et notamment des fiches, des éléments d'information qui sont adaptés aux jardiniers amateurs. Et donc je vous conseille d'aller sur ce site-là aussi, donc pour trouver des informations intéressantes en ce qui concerne les jardiniers amateurs. Je pense que c'est un relais, un passage qui qui doit se faire. Enfin, normalement, il y a un lien avec les distributeurs. Donc JAF, normalement, Jardinerie Animalier de France. Voilà, fait ce relais habituellement. Voilà, donc il faut continuer parce qu'on y trouve plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il y a un concours là, qui a été lancé, un concours Jardiner Autrement, donc pour jardiner autrement en adaptant son jardin au changement climatique. Donc voilà, donc, et à la biodiversité aussi. Donc il y a un concours qui est très, qui chaque année permet de vraiment mettre en valeur des
des jardiniers amateurs qui arrivent à trouver des solutions vraiment très innovantes. Et on l'a vu l'année dernière. Donc, je vous invite à aller voir ce site Jardiner Autrement, sur lequel il y a les résultats du concours de l'année précédente. Et voilà. Merci beaucoup, Dominique. Dominique Pougeot, donc du ministère de l'écologie, sans qui on ne serait pas là, on peut se le dire. Merci beaucoup, je vous invite à rejoindre la salle. Et puis on parlait de concours et de lauréats innovants et inspirants. Bah, ça tombe bien, on en a un sous le coude. Je lui mets une petite pression parce que c'est lui qui va conclure. On accueille maintenant Jean-François Fauveau, qui est jardinier botaniste au Jardin des Plantes de Montpellier. Pour conclure cette journée, chope un micro, Jean-François. Tu es lauréat du prix national des potagers de France dans la catégorie pédagogie. Remis par la Société nationale d'horticulture de France. Et donc, il y a un potager au Jardin des Plantes de Montpellier. Exactement. On a même un jardin comestible, pour être exact. Donc, je vais reprendre le... alors, merci beaucoup à toutes et tous d'être venus aujourd'hui, d'avoir participé de manière aussi enrichissante, parce que ça fait énormément d'informations et de très bonnes informations et de très bonnes questions. Donc je suis Jean-François Fauveau, je travaille au Jardin des Plantes de Montpellier depuis 6 ans maintenant. Jardinier botaniste, avant j'étais dans le marketing et l'infographie à Paris. Autre ambiance. Voilà, exactement, autre ambiance. Et donc, quelques mots sur le jardin de Montpellier. Ouais. Oui, pour faire synthétique. Premier jardin botanique de France, créé en 1593 par décret d'Henri IV. On a 4 hectares et demi, dont des serres à cactés, une bambouseraie, un jardin anglais avec un bassin, des chapelles de production, dont une dédiée aux plantes humides, une école forestière, une école de systématique où on a créé et développé l'étude des plantes et leur rapport avec l'humain. Donc le jardin comestible qui est dans cette école de systématique, où on peut trouver des fleurs, des fruits, des légumes, des plantes aromatiques. La règle là-bas, c'est vraiment la polyculture, les associations des plantes, la couverture du sol, le travail du sol vivant. On y effectue aussi des visites pédagogiques dans ce jardin. On a la chance d'accueillir chaque année le public et les professionnels, puisqu'on accueille des pépiniéristes, une soixantaine. On effectue une journée de fête des plantes. Donc ça permet d'avoir un lieu comme ça. Ça s'appelle Primavera, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir réunir les professionnels de la vente avec le grand public. Et en plus de ça, toute l'année, on effectue aussi des visites sur différentes thématiques. Et on a aussi l'observation des saisons qui a été mis en place par Tela Botanica, qui est un acteur aussi de terrain. Et ça me fait vraiment penser au fait qu'on a énormément de partenaires sur les terrains. On a beaucoup d'associations qui sont là justement pour faire le relais entre le grand public et les professionnels ou les administrations. Et c'est vraiment quelque chose que, hélas, j'ai senti un peu mis de côté aujourd'hui durant nos discussions sur les GEVI. C'est vraiment un acteur qui est essentiel pour nous au niveau des jardins. Avant de te demander justement ce qui t'a marqué, ce qu'il a manqué dans cette journée, quelques mots peut-être sur comment se forme le personnel au sein du jardin, comment toi-même tu t'es formé, sachant en plus que tu n'étais pas forcément du milieu, tu n'es pas tombé dedans quand tu étais petit. Voilà, exactement. Moi, j'ai fait le BP de jardinier en 2013, le BTS en aménagement du paysage juste derrière. Donc, j'ai passé effectivement le certificat. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir effectivement un appareil à dos. On m'a appris à calibrer avec un seau. Enfin bref. Bon, déjà ça. Voilà. Et en dehors de ce certificat, à l'heure actuelle, effectivement, je trouve très dommage qu'on n'ait pas de suivi post-certificat. C'est-à-dire qu'on le passe, on a un recyclage qui dure effectivement en salle généralement une journée. On peut passer le décideur par la suite, mais en dehors de ça, on n'a pas d'échange toute l'année sur comment est-ce qu'on gère, on traite, on peut stocker, on peut identifier, on peut échanger avec d'autres jardins sur quels sont les différents... De l'intérêt de ces formats Jedi, ces modules Jedi qui permettent de peut-être venir, voilà, encore une fois, à minima compléter, sinon se substituer à l'ensemble des manques que tu viens de lister. Donc beaucoup pour toi d'apprentissage s'est fait sur le tas ? Oui, de ce côté-là, beaucoup de recherche par moi-même. Les éditions aussi.
Les éditeurs font un très gros boulot. Ulmer notamment a une très bonne base de données sur tout ce qui va être application pour le grand public, j'entends, bien sûr. On n'est pas du tout sur de l'agronomique, on n'est pas sur de la gestion à l'hectare, on va être sur du petit jardin de particulier. Nous-mêmes, en tant que jardiniers, on reçoit du public toute l'année et tous les jours, on a des personnes qui viennent avec une problématique sur un ravageur, sur une Pour perturbation. vous demander conseil. Exactement. Et du coup, c'est l'occasion de se mettre à jour aussi, réviser, Oui, tout à avant fait. de dire une bêtise à un visiteur. Et puis peut-être vous expérimentez aussi au sein du jardin. Oui, alors moi j'ai eu le courage, la témérité ou la folie de mettre en place Ou la le goût, permaculture. tout simplement. Aussi, ouais. De mettre en place la permaculture au jardin. Typiquement, dans mon petit carré de 450 mètres carrés, où j'ai une grande diversité de produits, de plantes et de végétaux, que ce soit annuels, vivaces ou bisannuels, en fait, je n'applique aucun biocontrôle, si ce n'est des éléments naturels. C'est-à-dire que je vais utiliser du fumier et de l'urine pour mes besoins en engrais. Pour la partie nutrition. Voilà, pour la partie protection. Et pour la partie protection, ce sera uniquement des cultures croisées. Et tout va être à l'étape 0, si ce n'est l'étape -1, puisque ce sera sur la réflexion de l'installation de mes végétaux les uns par rapport aux autres et par rapport au cadre. La position des arbres, le fait qu'effectivement on fait très attention à avoir des nichoirs, à entretenir les populations d'oiseaux, à réduire les populations de chats pour garder les populations d'oiseaux, et à faire attention à tous ces messages que la nature nous envoie aussi sur de quoi dépend quel élément pour sa stabilisation. Et je reviens sur cette question de l'expérimentation, j'imagine, pour mettre en place un système aussi complexe en termes agronomiques. La permaculture, c'est quand même de l'essai et de l'erreur. Oui, tout à fait. Donc, tu as été amené à faire beaucoup d'expé au sein même du jardin? Oui, alors c'est un potager, typiquement un jardin comestible qui a 2 ans. Et en parallèle de ça, cette année, j'ai relancé aussi la transposition de cette pratique de la perma sur des massifs ornementaux. Puisque de toute façon, on va revenir sur des principes simples d'écologie des végétaux. Donc de savoir exactement comment on choisit ces végétaux, quelle variété on va choisir, dans quelle exposition on va les mettre. Et on va essayer d'avoir un minimum de gap, de travailler le moins le sol possible, d'avoir des sols vivants. Et tout ça, ça se fait au fur et à mesure. De la même manière qu'un bébé demande 9 mois et qu'un adulte va demander 18 ans, on essaye d'inculquer aussi au public qu'un beau jardin, ça se fait avec le temps, que récupérer un sol et lui rendre toutes ses activités microbiennes, ça prend du temps aussi. À partir de là, on n'hésite pas à le faire au fur et à mesure. Chaque année, le jardin devient de plus en plus beau. On a de plus en plus de résilience, j'ai envie de dire, mais ça se fait forcément avec du temps. On ne s'interdit rien, donc on essaye à peu près toutes les pistes. Jusque-là, j'avais un composteur qui était ciblé. Cette année, j'ai retiré le composteur pour faire un compost de surface sur toute la surface. Donc ça veut dire aussi s'opposer à certains arguments de c'est pas beau, c'est moche. Oui, quand tu reçois du public, là aussi on gère des objections. Voilà. Et donc il faut expliquer. Exactement. On peut aussi utiliser du lombricomposteur pour expliquer que voilà, on peut avoir différentes sources de ce côté-là. On a cet intérêt de pouvoir j'ai envie de dire, y aller en frontal. Quand on a, il y a 2 ans, quand j'ai pris la décision de retirer l'application d'une pelouse autour de Rocaille et qu'on l'a transformée en prairie fleurie, bien sûr qu'au début, ça a été un tollé. Et puis après, même un tollé de la part de qui? Alors, de la part des encadrants déjà, puisqu'on dépend de la faculté de médecine, je n'ai pas précisé. Mais aussi... Donc ils sont peut-être un peu loin de ces réflexions-là. Exactement, oui. Et au début, du public qui n'était pas forcément à jour. Et puis au fur et à mesure, on a vu des espèces revenir, des orchidées ressortir, des graminées ressortir qu'on n'avait pas vu au jardin. Et là, les experts m'ont dit, finalement, c'est intéressant parce qu'on a laissé un terrain d'expression à ces variétés-là pour revenir. Et le public nous a dit, mais ça, on l'a vu aussi à tel endroit, que ce soit en Angleterre, à Kew Garden ou dans différentes villes. Donc il y a aussi un maillage de ces activités-là, qui sont des activités écologiques et qui se renforcent les unes les autres. Donc parfois, on est les précurseurs, mais au final, après, on rentre dans un mouvement qui peut être national ou européen. Quelques enseignements, du coup. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la journée qu'on vient de passer ensemble? Qu'est-ce que c'était bien. Quand est-ce qu'on commence? Et surtout, quand est-ce qu'on apporte des réponses à beaucoup de questions qu'on a soulevées aujourd'hui?
ça a été dit, et je pense que c'est essentiel de le garder à l'œil et à l'oreille. Rien ne se fera sans nous, rien ne se fera sans un partage, rien ne se fera sans une remontée globale et des échanges réguliers, parce qu'on est tous des passionnés. À nos différents niveaux, on est tous là parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on veut le partager et parce qu'on a des gens qui viennent nous poser des questions. Et les questions écologiques sont forcément au cœur du sujet de nos sociétés aujourd'hui. J'ai été très content d'entendre Odile nous dire qu'il y avait des appels à projets, le grand défi biocontrôle et Horizon Biocontrôle et 2030. biosolutions. Voilà. On demande de développer un dialogue et une relation suivie entre les vendeurs et le grand public autour du biocontrôle sur la durabilité. Pas seulement quand je viens acheter un produit et après je ne reverrai plus mon vendeur. Non, le but c'est de créer de la relation, la même relation que nous on peut faire dans les jardins. On va aussi avoir des questions à une échelle plus large au niveau de l'Europe sur quelles sont les décisions qui vont être prises sur la défense. Oui, on l'a dit, hein, sur la définition, la révision sur la définition du contrôle biologique. Sur l'historique Biological control. et l'épidémio-surveillance, ça c'est essentiel. L'ORNQ, l'identification des ravageurs, les besoins de temps et de moyens, notamment au niveau des collectivités, replacer le sujet dans un ensemble holistique et pas uniquement sur un élément ponctuel. Faire savoir et sensibiliser le grand public, des journées de portes ouvertes comme il peut y avoir notamment chez Disney. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et on pourrait tous, à tous nos niveaux, chacun d'acteurs, avoir une journée porte ouverte pour justement faciliter ces échanges-là. Bien sûr, on ne peut pas éviter la question des finances sur la suite de la loi Labbé, parce que ça a été très bien de marquer un coup et de dire il y a une nouvelle direction à prendre, mais il faut aussi la suivre. Accompagner cette transition. Et les aides sur la communication et les next steps sont quand même essentiels. Le suivi est essentiel sur l'évolution des GEVI et du biocontrôle. On a parlé d'Agifor aussi. La synthèse et la traçabilité des actions des gestionnaires de sites, garder une trace des actions qu'on a pu faire. Ça a l'air ridicule à mon échelle, bien sûr. J'ai mon cahier d'action à l'année de quand est-ce que je fais mes semis, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça. Un cahier papier. Voilà, exactement, cahier stylo papier. Hein. On se refait pas. Je pense qu'on est vraiment sur ces éléments-là. On est sur l'histoire, on est sur la mémoire, on est sur la transmission. Et si on veut progresser, si on veut éviter de refaire chaque année les mêmes problèmes, il faut qu'on garde une trace. Mais il faut qu'on la partage aussi, parce que l'expérience des uns, c'est l'expérience des autres. Il n'y a pas si longtemps, j'avais encore l'ancien directeur du jardin botanique de Lyon qui est passé du côté de Nice et qui m'expliquait qu'il avait un cruel manque sur l'expérience sur les palmiers, sur les ravageurs du palmier, et qui cherchait des solutions. Typiquement, c'est pas le premier à le rencontrer. On a sûrement d'autres expériences, ne serait-ce que de l'autre côté de la Méditerranée. À partir de là, il y a moyen, je pense, de réunir les infos et de les partager de manière plus large. Comment réaménager nos espaces et nos pratiques des terrains de sport, mais pas que. Moi, j'ai une formation sur l'aménagement du paysage. Ça me paraît essentiel qu'effectivement ces acteurs-là soient mis à contribution au même titre que les applicateurs, au même titre que les jardiniers. On vit tous dans les mêmes systèmes. On a des enjeux au niveau des villes. Quand on veut lutter contre le réchauffement climatique, on sait qu'on va faire appel aux végétaux. On sait l'importance de l'arbre en ville et de ses capacités. On l'a dit, la solution est humaine. Pérenniser les groupes de travaux, les groupes de travail, c'est quand même assez important. Je suis très content d'entendre parler de ce plan éco-jardin. J'ai hâte de le voir au mois de juillet. Mais on sait que c'est une première étape et que derrière, il faudra qu'on mutualise nos échanges, pas seulement autour de l'absence de solutions, mais déjà autour des problèmes, pour voir quels sont les problèmes qu'on rencontre sur une échelle nationale, de Lille à Marseille et de Rennes à Montpellier. Et est-ce qu'on n'a pas quand même quelques petites solutions aussi à proposer et puis un point de rencontre à imaginer? Alors, moi, je rêve qu'on refasse ça dans un an, tous ensemble, en ayant aménagé effectivement d'autres étapes sur les Jedi, en ayant tous acquis ces connaissances-là, et de pouvoir se faire un débrief chacun sur nos avancées de nos périmètres.
Moi, je rêverais qu'on ait même une échelle peut-être européenne ou internationale sur l'échange et sur les solutions que chaque pays peut trouver par rapport à ces ravageurs. Un format atelier à imaginer éventuellement pour que chacun arrive avec un problème, un retour d'expérience, une solution à imaginer ensemble. On est dans un réseau mondial, donc à partir de là, on importe aussi les ravageurs de nos végétaux. Et ça, c'est une donnée qu'on ne peut plus faire. Oui, on ne peut plus raisonner que non plus franco-français ou infra-régional. Il faut raisonner à une échelle plus européenne. Allez, oui, on peut déjà applaudir si on a envie, il n'y a pas de problème. Là où je voulais t'attirer, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure en disant « Waouh, j'ai quand même une sacrée responsabilité demain ». Oui, alors, il y avait beaucoup de questions qui ont été posées, où je me suis dit, merde, la réponse, c'est le jardin des plantes. Alors, pas mon jardin des plantes spécialement, mais un lieu où, en fait, les gens peuvent se retrouver entre consommateurs, entre vendeurs, mais aussi entre j'ai envie de dire, la boulangère et le vendeur de produits, l'apiculteur aussi, puisqu'on aurait pu aussi parler du domaine des abeilles, le grand public. L'applicateur, tu voulais dire aussi? L'applicateur, l'apiculteur, le jardinier. L'élu? L'élu, complètement. Le donneur d'ordre? Les donneurs d'ordre, dans des lieux comme les jardins, alors tous les jardins, mais notamment les jardins botaniques qui sont des lieux de référence, parce qu'ils ont aussi la trace de l'histoire. La trace de ces lieux dans lesquels on a fait des tentatives, on a fait des applications, on a passé des étapes. Alors c'est sûr qu'au Jardin des Plantes, en datant de 1593, c'est facile de désigner en plus des tests qui ont été faits. Mais ce sont des lieux qui sont des lieux carrefour où tout le monde peut se retrouver, où on accueille tout le monde, où ça coûte assez peu d'accueillir le monde. Et on sera très, très, très heureux d'accueillir comme ça, d'être le réceptacle de ces échanges. Eh ben, le rendez-vous est pris. Rendez-vous l'an prochain à Montpellier alors. À Montpellier, alors au Jardin des Plantes. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. Il me reste à vous dire deux choses. La première, c'est qu'on vous donne les résultats du quiz, même s'il y a eu quelques petits couacs techniques. Est-ce qu'on a quand même un champion ou une championne? On a 3 casquettes à donner. Et on a donc... Wow, il y a 2 ex-aequo. Ah non, c'est pas fini. Oula, les choses bougent. HDB, qui... Ah bah d'accord. Là, il y a un peu de... il y a un... Comment dire? Il y a un peu de favoritisme ou il y a un peu de conflit d'intérêt? Peut-être pas. Ouais, voilà, elle était rapide. Bah, bravo, en tout cas, Hélène. Deuxième lauréate, en l'occurrence, Inès. Ah, bravo. Inès, on a le droit même de vous applaudir. Vous laissez vous présenter. Peut-être, Inès, vous travaillez où? Parfait, ben on a parlé de vous, donc on est ravis en plus de vous. Voilà, pour les jardiniers amateurs, donc à la SNHF, si jamais tout le monde n'avait pas entendu. Et il y a un 3e lauréat, peut-être. Tu vas nous dire ça, Laurent, dès que ça s'affiche. Roulement de tambour pour la 3e place. Tadam, tadam. Ou sinon, tu veux me crier son nom. Automne. Ah, monsieur, bravo. Je vous laisse vous présenter pendant que la casquette arrive. Je suis entrepreneur et applicateur phyto. Comme quoi, on a plein de gens compétents dans la salle. Donc ça, c'était la première chose que j'avais à vous dire. La deuxième chose, c'était merci, tout simplement. Remercier les organisateurs partenaires du projet JEDI, l'IBMA, UPJ, Akinao et Ma Green Training Box, pour avoir organisé cette journée et pour avoir fait confiance dans l'animation de cette journée. Aux équipes du ministère et à Dominique en particulier pour l'accueil dans les locaux. Aux intervenants, ça a été dit par Jean-François et à Jean-François en particulier, parce que c'était quand même super passionnant. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir respecté le timing parfait. Et puis d'avoir échangé sans filtre sur les choses. Et je pense en grattant, en allant un peu au-delà de seulement Yaka, Faucon, mais de réfléchir à comment on était tous responsables et comment vous étiez tous responsables de ces questions et quels étaient les sujets et les moyens d'avancer et de prendre en charge cette question. Et enfin, à vous d'avoir joué le jeu de l'interactivité avec nous. Donc, il ne reste plus qu'à vous connecter tous et à faire connaître les formations JEDI.
www.mygreentrainingbox.com. Voilà, vous avez la lourde tâche, mais enthousiasmante, de diffuser ces contenus. Merci à tous.